Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody c'est le pied. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Le point 7. Le point 7 de cette semaine qui vous parvient malgré tout avec Julien Kitty aujourd'hui seul en studio. Bonjour. Oui, bonjour Peggy Ludovic Dagba, bonjour à tous les amis auditeurs de Diaspora FM. Comment vous êtes-vous débrouillé pour que tous vos vis-à-vis vous fuient aujourd'hui en studio? Bon, pour le moment, je ne pense pas avoir des traits caractéristiques qui fassent fuir les autres. C'est comme s'il était arrivé que je me retrouve seul. C'est peut-être Dieu qui a voulu qu'aujourd'hui encore ce soit ainsi. Comme il est arrivé que les autres aussi, chacun d'eux ait pu se retrouver seul et pu quand même tenir le pari. C'est cela. Il faut remarquer donc que chacun de vous impose les caprices de son agenda à l'émission. Non, je pense que c'est pas le cas. On va pas le dire comme ça de façon frontale et définitive pour dire que c'est ça l'intention, parce que l'intention, en tout cas, ce n'est pas ça avec moi. Ensuite, je prends le risque de dire que les autres aussi n'ont pas cette intention, parce que notre amour à nous tous pour cette émission, il n'a pas changé. Et maintenant, il peut y avoir des contretemps, mais continuons à souhaiter, à rester positif en disant que plus on sera nombreux dans ce studio, plus ça va être intéressant, le choc des idées. Vous savez, parfois, et c'est ce que vous adorez, parce que c'est cela, lorsque vous voyez les invités en train de se voler dans les plumes, vous restez spectateur joyeux, pas spectateur, un spectateur actif, mais parfois joyeux, passif, qui regarde les gens se rentrer dedans, quoi. Et puis bon, après, il vient avec ces questions vicieuses qui relance la tension positive. Alors, Julien Kitty, on va quand même pouvoir faire encore cette émission, parce que il y a beaucoup de sujets d'intérêt déjà. Les élections qui viennent et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau qui, contre toute attente aujourd'hui, en lice, ou en tout cas est en route pour ces législatives qui viennent. La présidente, le week-end dernier, en tout cas, l'a fait savoir au cours d'une déclaration officielle. Elle a bel et bien dit nous allons respecter le code électoral, nous irons aux élections. Ben absolument, je confirme. Elle a dit devant l'opinion publique, et je vais dire aujourd'hui à l'aide du numérique, il faut dire devant l'opinion publique nationale et internationale, parce que les mouvements, les déclarations de cette icône de la politique béninoise sont suivis de partout dans le monde. Et cette annonce a beaucoup galvanisé la troupe UDBN. Cette annonce a dû faire un effet dans les états-majors des autres. Non, mais je tiens à vous le dire, je ne vous arrête pas. Ça a fait un effet boule de neige. Je peux vous assurer de ma position. Vous savez très bien que je reçois beaucoup de courants, d'idées et tout. Mais ça n'a laissé personne indifférent en tout cas. Tout à fait, parce que il y a eu quelques mois, on ne voyait plus la présidente beaucoup descendre dans l'arène politique. Et en tant que politique. Voilà. Et on ne la voyait... Elle avait laissé sa casquette de femme politique. Il fallait quand même que dans ses nouvelles fonctions, elle donne les marques qu'il faut à l'institution qu'elle dirige. Parce que vous savez, quand une institution est nouvellement créée ou réinventée, eh bien, il y a beaucoup de choses à faire pour que l'institution puisse s'asseoir, pour que la machine puisse être mise en route. Donc, je pense que c'est ce qui l'a beaucoup occupé.
Et maintenant, la soif était grande pour les militants UDBN et pour même toute l'opinion nationale et internationale de savoir si cet animal politique ne fera rien. Et surtout après la rupture totale de l'accord de mise ensemble entre le Bloc républicain et l'UDBN, eh bien, je pense que c'était nécessaire qu'elle puisse dire quelque chose. C'est ce qui a été fait. Et elle a fait devant des militants qui réaffirmaient leur détermination à rester UDBN. Dans deux activités, en 2 lieux différents, elle a pu le réaffirmer. Et on a vu les réactions dans les médias également. On a observé quand même dans l'opinion que les gens avaient soif de l'entendre. Et cette formation politique, l'UDBN, comme j'ai coutume de le dire, c'est une formation politique qui est née pour briller, tout simplement. Et ça, on peut l'observer à travers ce sondage que nous avons fait. Tout le monde ne peut pas, évidemment, vous aimer. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu, au détour de cette sortie, après cette sortie, quelques personnes qui ont voulu, en voulant défendre leurs leaders, qui sont d'autres chapelles politiques, pour ne pas nommer le Bloc républicain, il s'est trouvé quelqu'un, par exemple, où très maladroitement chercher à prendre la défense du secrétaire général national du Bloc républicain, et puis après tenir des propos vraiment qui ne sont pas dignes d'un jeune politique, qui a de l'ambition. Mais bon, finalement, je pense qu'il a été remis à sa place. On a pu lui expliquer qu'il y a certaines choses qui ne se disent pas de grandes personnes respectables, des gens à qui il n'arrive pas à la cheville en matière de carrière politique. Voilà. Ce qui a été fait, et je pense qu'il doit pouvoir le comprendre, notamment ce monsieur... un certain Fossobé Armand qui serait leader. Quelqu'un dont il ne sait pas même d'appeler le nom. Qui serait leader IDBN, leader BR dans la 23e circonscription électorale. Mais bon, vous savez, il avait besoin d'un peu de visibilité. J'ai compris. Il avait besoin d'un peu de visibilité. Il faut qu'il dise que c'est lui qui prend. Quand Claudine Affaire-Prudencio dit que le secrétaire général national du Bloc républicain, Abdoulaye Biotchané, cautionne que des gens comme Korovi sont en train de s'adresser à elle avec des involtures et avec des propos injurieux, eh bien que c'est lui qui est venu défendre. Et puis moi j'ai cherché après à savoir qui il est dans le BR, quelle instance il dirige, rien. Qu'est-ce qu'il sait de l'accord? Julien Kiti, nous n'allons pas sur cette lancée, sinon on va susciter des droits de réponse inutiles. Moi je propose le droit de réponse qu'on l'oublie dans son coin. Vous lui avez répondu et je crois que c'est bon. Bon, ok, c'est bon. Donc oublions-le là où il est. Non, mais ce que je suis en train de dire, on n'est pas. Il faut. Ça dit, il y a plus important. Pour moi, d'accord. Je suis d'accord avec vous, mais je pense à développer. Je pense qu'il faut qu'on enlève également la crainte du droit de réponse. Le droit de réponse d'un autre professeur ne s'exerce pas simplement parce que quelqu'un a envie de parler. C'est parce que la personne peut apporter la preuve du contraire de ce qui a été dit. Sur la question, Julien Kiti, vous me permettrez. En fait, ce que je voulais dire, personne ne craint un droit de réponse. Oui. Bon, c'est ce que vous avez dit. Non. Vous avez dit que on pourrait avoir des droits de réponse et tout. Mais est-ce que il vaille qu'on accorde un droit de réponse à quelqu'un du genre à partir de cet épiphénomène? Bon, alors, donc, vous êtes en train de mal me comprendre. Le droit de réponse, moi, je ne suis pas en train de lui faire un droit de réponse là où non, pas du tout. Et donc, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas inutilement susciter un droit de réponse de sa part. Parce que, à s'attarder, à parler de lui, il faudra, se rendre important, intéressant, en cherchant à répondre. C'est tout ce que je voulais dire. Bon, et donc ce ne sera pas un droit de réponse. Parce que, pour que j'insiste là-dessus, pour que lui, là, il puisse avoir la possibilité qu'on lui accorde un droit de réponse, c'est sûr que dans votre démarche, vous allez au moins échanger avec lui. Et sur ce qu'il estime être faux, celui qui a parlé apporte les preuves de ça, et lui aussi il apporte les preuves. Parce que moi, si je suis quelque part, vous venez me voir, vous dites droit de réponse, il faut que vous puissiez dire ce qu'on a dit est faux. Moi, je ne m'occupe pas de lui, et je m'adresse beaucoup plus même aux dirigeants du Bloc républicain pour dire, voilà, on peut avoir nos différences,
Mais pour un parti sérieux, on ne peut quand même pas permettre à tout le monde... Ici, n'est pas de laisser n'importe qui venir dire n'importe quoi pour dire qu'on veut défendre. C'est tout. Moi, Parce que le Bénin politique a besoin de bien mieux que ça. Voilà. Ma question maintenant, Madame Claudine Afiavi Prudentiaux, Assemblée, vous l'avez dit, laissez de côté la casquette politique, beaucoup plus au profit de, l'Institut national de la femme. Aujourd'hui, elle est obligée d'y recourir. Comment va se gérer, cette trêve, on va dire, du combat féminin? Le combat pour la femme, on va dire. Oui, mais le combat pour la femme continue. Le combat pour la femme, est-ce que vous savez que dans ses fonctions-là de président de l'Institut national de la femme, elle a dans ses tout un agenda de pouvoir faire la promotion de la femme, même en milieu politique. Même en terrain politique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les tests de l'INF sont clairs là-dessus. Elle va veiller à ce que prévoit la loi, par exemple. D'accord? Ce qui prévoit la loi, par exemple, par rapport au nombre de femmes qui doivent être positionnées, de sorte à ce qu'on ait les 24 femmes par-dessus les 24 circonscriptions électorales, élues au moins 24 députés. Alors, au moins, elle a la possibilité, dans sa casquette de présidente de l'Institut national de la femme, de s'adresser aux autres formations politiques pour leur dire, les femmes qui sont dans votre parti, là, il faut que vous puissiez les positionner suffisamment et les positionner au bon endroit, de sorte à maximiser leurs chances de gagner. Et elle le dira également dans sa formation politique. D'ailleurs, dans sa formation politique, elle n'aura pas besoin de tout le marteler, elle n'aura qu'à actionner, faire parler ses prérogatives pour que... Et ça se sait dans l'UDBN, nous tous nous savons que la promotion de la femme doit pouvoir être une priorité, rester une priorité. Et donc, aussi bien dans son rôle de présidente de l'Institut national de la femme que dans son rôle de leader de l'UDBN, cet attachement à la promotion de la femme et de la jeunesse, ça ne va pas la quitter. Et ça fera que au soir du 8 janvier 2023, Claudine Afiavi Prudentiaux va se réjouir de l'élection de beaucoup de femmes, d'accord, à l'Assemblée nationale, toutes tendances confondues. Elle se réjouira quand elle se retrouvera dans le cercle des militants UDBN de la victoire de l'UDBN pour envoyer plusieurs femmes députées à l'Assemblée nationale, ainsi que des jeunes aussi. Voilà donc ce qui va se passer. Donc ce sera, moi je pense que elle sera la plus heureuse au soir du 8 janvier si nous tous nous battons, tous les Béninois, quelle que soit leur formation politique, pour que les femmes soient promues, bien positionnées sur les listes, au lieu qu'elles soient à des postes, à des niveaux où ça va être juste pour le décor. Tout à fait, et là, ça veut dire que c'est le combat pour l'émergence de la femme qui s'en retrouve encore plus, survoltée. Porté en tout cas en milieu politique, surtout pour ces élections. Les 24% seront alors, surveillés comme du lait sur le feu. Non, mais c'est clair. Il y aura un vrai casting qui va se faire au niveau des partis politiques pour trouver vraiment des femmes qui ont toutes les capacités, en tout cas l'essentiel des capacités pour pouvoir faire honneur à la gente féminine. Et une fois à l'Assemblée nationale. Et ça, il faut rappeler aussi, quand je disais tout à l'heure que la présidente de l'INF, par ailleurs, donc présidente de l'UDBN, sera très heureuse parce que lorsque, au cours du dialogue politique qui a précédé la révision de la Constitution, occasion à laquelle il a été introduit dans notre Constitution, la disposition donc qui permet les 24 permet d'avoir au moins cette représentation du peuple par les femmes avec les 24 sièges d'office. Eh bien, elle avait pris le lead de ce plaidoyer-là et les autres partis politiques l'ont soutenu.
Et c'est elle qui avait dit le jour-là, j'étais tout à côté, elle avait dit, mais s'il faut aller jusqu'à la révision même de la Constitution pour que ça soit une réalité, il faut le faire. Et ça n'a pas raté. Et donc, pour moi, la bataille sera au niveau de l'UDBN, mais la bataille sera au niveau de toutes les formations politiques pour que la femme puisse occuper, pourquoi pas, déjà un pourcentage, surtout que le nombre des députés, le nombre de sièges. Accru maintenant, 109 sièges. Et écoutez, je vais pas être minimaliste en voulant exprimer une ambition de part de féminisation du Parlement de la 9e législature. Pourquoi pas aller déjà à 50% de femmes à l'Assemblée nationale. Je sais qu'il y a au Bénin beaucoup de femmes qui ont le profil, beaucoup de femmes qui ont l'expérience, la capacité pour pouvoir réussir cela. Le rêve est permis, hein. Le rêve est permis. Julien qui tire allez-y, tel que, bien sûr, vous voulez. Mais est-ce qu'on ne remarque pas là que c'est un double front quand même pour la présidente, pendant que il faut jouer aux gendarmes derrière les partis politiques. Quant au bon positionnement des femmes, il faut quand même travailler à se faire élire soi-même. Oui, mais écoutez, les femmes sont, ce qu'on est en train de dire là, le plaidoyer n'est pas seulement dans le sens de l'expression d'une envie de voir les femmes à l'Assemblée nationale. C'est également un travail de formation qui se fait au sein des formations politiques, toutes les formations politiques. C'est également des appuis aux femmes à travers des projets qui ne sont pas politiques, mais tenus par des institutions qui travaillent dans la promotion de la femme. Et donc, beaucoup de femmes sont formées au leadership aujourd'hui. Hein. Je peux vous le garantir. Beaucoup de femmes sont formées au leadership. Oui, mais tout est dans le positionnement. Et vous savez, les hommes, ils sont jaloux de leur position, de leur pouvoir. Oui, c'est du bonne guerre, s'il vous plaît. Et puis... Est-ce qu'elle dispose quand même d'une prérogative de pouvoir interpeller un parti politique qui n'aurait pas bien positionné, par exemple, bien sûr, mais ça ne va pas être... C'est bien sûr. Je pense aujourd'hui, déjà que toutes les formations, les plaidoyers là, et le travail qui a été fait, et l'exemple que constituent des femmes leaders comme Claudine Afiari-Prévention, poussent déjà toutes les formations politiques à répéter la promotion de la femme et de la jeunesse comme l'un des thèmes de campagne les plus prisés. Déjà qu'on commence par... Attendez, déjà qu'eux-mêmes le disent comme ça, maintenant c'est vrai, du discours à la réalité peut avoir un fossé, mais c'est un parti qui s'empresse de dire « je veux faire la promotion de la femme », je veux faire la promotion de la femme. C'est certainement dans l'intention de pouvoir attirer vers lui la sympathie de toute la frange féminine du Bénin qui fait déjà 54% et d'autres hommes qui sont dans ce qu'on appelle la masculinité positive et qui sont donc pour que beaucoup de femmes soient positionnées. Si vous dites ça, puisque la publication des listes précède le jour du vote, mais le parti qui ne positionne pas beaucoup de femmes et donc qui se met en porte-à-faux avec son propre discours peut déjà craindre un vote sanction des femmes. C'est pas systématique, mais la frustration va commencer à partir de l'intérieur de cette formation politique elle-même. Voilà. Donc pour moi, il n'est pas question de dire de rechercher que les femmes aient des prérogatives, un pouvoir juridique ou bien discrétionnaire pour obliger les formations politiques à les positionner, mais c'est quand même... ce sera au constat. Voilà. Et le parti qui aura trahi sa propre parole en la matière va certainement en récolter les fruits amers au soir du 8 janvier. Julien Kitty, je crains que vous n'exprimiez là un vœu pieux, parce que c'est à votre déplaisir ici que nous avons tous constaté, le coup après tout ce qui a été dit pour vraiment
demander, obtenir la révision de la Constitution. Je crois que l'un des thèmes développés avec furie, rage et tout ce que vous savez, c'était quand même une meilleure représentativité des femmes, déjà au sein du Parlement, ensuite dans le gouvernement et tout. Mais juste après la révision de la Constitution, à quoi avons-nous assisté? C'était franchement, comment dirais-je, une désillusion totale. Est-ce que vous ne craignez pas la même chose ici? Déjà que, au moins, la loi a consacré les 24 femmes, comment dirais-je, obligatoires à l'Assemblée nationale. Vous craignez que les partis politiques s'en tiennent strictement à cela pour dire on ne le fera. Évidemment. Bon, évidemment, c'est ce que je pense. Non, attendons de voir. Je pense que il y a un travail qui a été fait et qui peut amener à ce que on n'imagine pas cela, qu'on imagine que ça va être le cas. Non. Je pense qu'aujourd'hui... Vous êtes sûr? J'ai Malgré, fort espoir. Malgré tous les exemples qui sont là, hein, les exemples, comment dire, tapants, qui sont là, Oui, qui gisent sous vos yeux. Non, je pense que les lignes ont bougé. Je ne suis pas d'accord avec vous quand vous tentez de montrer que la courbe est ascendante. Ah ouais? Quand vous prenez les élections passées, vous prenez déjà à partir de des élections communales et municipales de 2020. Mais toutes les ONG, il y avait des consortia d'ONG nationales et internationales qui étaient derrière les partis politiques et qui sont allés jusqu'à décorer ou distinguer l'UDBN comme le parti qui aura positionné le plus de femmes. Ouais, les autres... Mais à l'arrivée. Non, écoutez. À l'arrivée. Mais est-ce que vous pensez que on est à la même étape? Le nombre de présences, la forte présence des femmes est fonction du bon positionnement des femmes. Oui, mais on vient sur de la le liste. dire. On vient de Alors, le dire. Ça ne peut juste pas... après, Oui. même les élections communales dont vous parlez, à l'arrivée, combien de femmes ont-elles été élues? Malgré tout ce dont vous parlez, malgré la campagne, les ONG, les partis politiques, il y a eu des professions de foi. Bon, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, il faut faire la bataille du positionnement. D'abord, il y a la bataille du nombre, la bataille du bon positionnement, et maintenant, à l'arrivée, le nombre de députés et le nombre d'élus femmes est subordonné à l'effort que la femme positionnée fait pour davantage arracher la décision à beaucoup de personnes de voter pour son parti, donc pour être élu, étant bien positionné. Et de 2020 à aujourd'hui, quand j'observe que la sensibilisation s'est accrue, s'est accentuée, quand j'observe que l'affirmation de la volonté politique au sommet de l'État a été encore plus forte, lors des élections, de l'élection présidentielle de 2021, le chef de l'État élu, son duo, c'était le seul d'ailleurs qui avait une colistière, qui a battu campagne pour une bonne partie sur cette thématique-là. Et qui après a mis en place l'INF et qui a tout le temps a fait voter. Donc selon vous, c'est des éléments qui vont peser dans la balance. C'est des éléments qui vont poser un problème de conscience pour les décideurs au sein des formations politiques pour qu'ils soient amenés parce qu'ils en ont une à positionner, oui. Les décideurs politiques au Bénin ont une conscience. Oui. D'accord. Ils ont une conscience, ne signifie pas que... Qui les interpelle. Oui, qui surtout les amène à considérer les choses. Oui, donc quelqu'un peut hier avoir été insensible à un certain nombre de choses, mais aujourd'hui, il peut changer. Je vous vois, je vous vois très optimiste. Donc moi, je les crédite de bonne foi, d'une dose un peu plus accrue. Moi, je suis Saint Thomas. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est vrai que mon avis ne pèse pas dans la balance, mais s'il m'était admis de le sortir, c'est votre choix. J'attends de voir. C'est votre choix. Alors, revenons maintenant, revenons au challenge qui attend l'UDBN. Voilà, l'UDBN qui n'était pas attendu à ce niveau-là, qui aujourd'hui est totalement dans la danse et commence véritablement à mouiller le maillot pour que, ces élections-là lui soient une bonne... une bonne passade. Alors, dites-nous, quels sont les moyens dont dispose, les atouts dont dispose l'UDBN aujourd'hui pour tirer son épingle du jeu? Bon, les moyens dont dispose, les atouts dont dispose l'UDBN, c'est déjà d'abord cette force que l'UDBN a gardée
malgré même la parenthèse de l'accord de mise ensemble avec le bloc républicain, cette force que l'UDBN a gardée, d'être regardée toujours comme le label de parti politique qui fait au mieux la promotion de la femme. Ça n'est pas négligeable comme atout. Il faut suffisamment le réchauffer, il faut suffisamment le réaffirmer, il faut suffisamment le ventiler pour que d'autres couches plus larges puissent en être impactées. La jeunesse également. Ensuite, les atouts de l'UDBN, c'est ce que certains pourraient penser être son handicap. Vous savez, c'est comme dans une compétition. Je vous disais la fois dernière, lorsque nous faisions le débat sur le football, que je parlais du mental du capitaine des écureuils en disant qu'en 2004, il avait dit par exemple qu'en allant à la Coupe d'Afrique, ce qui le motivait le plus, c'est de pouvoir jouer sans complexe avec les autres joueurs que les gens présentent comme des stars ou des sûrs de lui. C'est un peu comme ça. L'UDBN aujourd'hui sait qu'il doit se jeter dans la bataille avec toutes ses forces et se surpasser et travailler dur. L'un des atouts majeurs de l'UDBN aujourd'hui, c'est bien le travail qui se fait en sourdine pour que des gens insoupçonnables, des leaders insoupçonnables qui sont suffisamment influents dans des zones que vous ne pouvez pas imaginer, et qui spontanément sont en train de rallier la barque UDBN depuis que l'UDBN a marqué son désengagement total et définitif avec le bloc républicain. Je vous jure que ça donne vraiment du tonus, ça donne au plan psychologique des garanties que il y a des surprises agréables que l'UDBN va produire en janvier 2023. L'autre chose, c'est également... On voudrait quand même avoir quelques noms qui affluent vers le parti et qui sont les leaders. Je peux vous dire une chose. À chaque situation, sa stratégie, d'accord ? À chaque situation, sa stratégie. Lorsque vous avez utilisé d'autres moyens et que vous avez l'impression que les gens, il y en a qui sont aux aguets, qui veulent bien savoir ici et maintenant, mais l'UDBN a fait l'option de réchauffer ses bases, de se doper moralement et tout compte fait d'annoncer les arrivées, de faire les formalités, d'annoncer les arrivées au moment opportun. Et vous n'aurez pas à attendre le scrutin, puisque les listes vont sortir, puisque la campagne sera faite. Lorsque les listes vont sortir et lorsqu'on va démarrer la campagne, c'est avec, même sans effort, que vous allez les connaître tous. Pourquoi attendre le saut de la Sénat? Non, attendez. Avant de révéler. Non, je ne vous dis pas que ça permettra toujours à l'opinion publique nationale de savoir. Très bien. La teneur de ce qui se passe. Oui, voilà. Parce qu'il y a beaucoup, qui attendent qu'on ait exactement. Écoutez, c'est comme ça que tout le monde attendait de savoir officiellement si l'UDBN décide d'aller aux élections ou pas. Il y en a qui disaient... On a bien passé cette étape maintenant. Non, attendez. Mais pourquoi? Parce que vous avez passé cette étape, vous pensez que, il faut pas célébrer ça, on veut juste passer à autre chose. Non. Ça aussi, des gens étaient plus pressés de le savoir que ça. Ouais. Mais quand le parti a voulu faire les choses, c'est pas parce qu'il y a l'opinion qui met la pression qu'il faut agir n'importe comment. Le parti a fait aussi sa démarche, suivant son rythme. Et quand ça a été bien acté que le parti décide, d'aller aux élections, ça a été annoncé. Et par sa première personnalité. Avec des mots qui étaient bien choisis, des mots qui montraient de la conviction. Et vous regardez encore les images, vous comprendrez que l'Amazone en chef était vraiment déterminé à montrer qu'on va de l'avant. À partir de ce moment, c'est de la même manière que le calendrier de la Sénat ou le saut de la Sénat, c'est pas ça qui nous tient. Mais ce sera le moment indiqué pour l'UDBN d'annoncer tout ça, et même avant, pourquoi pas, la publication des listes, ou à l'occasion de la publication des listes. Et bien tout ça, c'est pour peu de temps. Le calendrier, quand vous le voyez, il est tellement serré
Il n'y a même plus beaucoup de temps. Donc, à partir de ce moment, il n'y a pas de souci à se faire. De toute façon, les journalistes béninois savent bien faire leur travail quand ils le décident, même si on sait très bien que il y a un peu d'attentisme à des moments donnés, surtout à ces moments-là, ce qui donne un peu l'impression d'une certaine complicité des journalistes avec les partis politiques. Bon, je sais qu'il y aura... journaliste que vous êtes est mieux placé pour commenter ça. Je sais que il y en a qui savent vraiment aller au charbon, qui savent aller extirper s'il le faut, nous dégoûter des scoops et autres. Je sais compter sur mes confrères, sur certains de mes confrères, même si c'est pas eux tous. On aura le ventre de ces cuisines internes d'ici à là. Mais l'autre chose qu'il fallait quand même que je vous demande, c'est un peu le thème de cette émission. Est-ce que c'est par réalisme que l'UDBN part pour les élections ou c'est par nécessité? Non, mais est-ce que j'ai pas envie de vous dire c'est les deux. Par réalisme, parce que, mais écoutez, quand vous avez concédé, vous avez accepté vous mettre ensemble avec une autre formation politique pour être davantage fort, et sur la base d'un certain nombre de valeurs que vous avez dit que vous partagez, et sur la base d'un accord, je suis tenté de dire même d'un contrat qui a été formellement signé, donc avec des clauses très claires qui doivent être appliquées, et que vous avez constaté plus de 10 mois après que ce n'est pas appliqué, et que vous avez fait toutes les démarches administratives et informelles, humainement possibles, pour que vos vis-à-vis puissent vous dire ce qu'il en est, puissent tenir leur parole. Quand ce n'est pas le cas, à moins de refuser de réfléchir, on se retire. Et encore, la manière de se retirer, ça a été fait dans les règles de l'art. Des relances informelles, par message, dans des réunions, et puis après, une lettre de suspension, qui signifie, en français facile, arrêt momentané. Donc, on a attendu des semaines. Mais du momentané, on est en train d'aller au définitif, là. Oui, on est déjà allé au définitif parce que du momentané, on a traîné pour voir la réaction de nos partenaires qui, eux, ont fait le choix délibéré en lieu et place d'une démarche administrative ou bien autre qui peut être une bonne réponse à la lettre déposée, ont préféré descendre dans l'arène pour s'attaquer à l'image de l'UDBN, le partenaire qu'ils célébraient comme étant un bon partenaire, un partenaire stratégique qui va vraiment renforcer le bloc républicain et en faire la plus grosse formation politique du Bénin. Quand on attend et qu'on n'a pas obtenu ça, et qu'on est plutôt vilipendé, et que plutôt on tourne pour débaucher les militants UDBN par des méthodes, qui ne plaisent pas trop, parce que quand partout on dit que les membres de l'UDBN ont décidé de rester au BN, alors que ce n'est pas partout, vous avez des éléments, quelques éléments qui vous offrent ce cinéma-là. C'est pas bien de dire ça, mais bon, on dira qu'on est en politique. Lorsqu'on a vécu tout ça, et qu'on a fini de façon responsable par déposer une décision de désengagement total et définitif de l'accord, un parti politique, et lorsque les gens ont tenté de dire que l'UDBN n'existait plus, je ne sais pas quelle analyse ont pu faire ça, de grandes personnes qui sont les dit ça sur des chaînes de télé. Alors, quelques jours après, on leur donne la preuve palpable que le parti existe encore. Je devrais, à leur place, me dire, mais quel camouflet. Mais quand le parti prouve qu'il existe encore, quand le parti réussit à dire ceux-là ne voulaient plus de moi et je redeviens moi-même tel que j'étais, vous voulez que ce parti croise les bras? Non. Le parti doit recommencer à jouer son rôle d'animation de la vie publique, de politique et de participation donc aux consultations électorales. Maintenant, il y a cette nécessité d'avancer. Il y a cette nécessité d'aller apporter notre contribution. Je veux parler de l'UDBN, la contribution de l'UDBN à l'enrichissement du débat parlementaire, à l'enrichissement de la production législative
et à l'enrichissement dans la démarche de contrôle de l'action gouvernementale. Et pour un parti si proche du peuple, je pense que c'est important de développer cette ambition-là et ne pas s'arrêter au développement de l'ambition, mais de se battre pour concrétiser cela. Donc c'est assez réaliste que d'y aller, et c'est également par nécessité. Mais dites-nous, vous savez qu'il y a la règle quand même des pourcents qui est encore là et qui attend tous les partis politiques, toutes les formations politiques qui désirent aller à cette élection. Il faut 10% quand même pour pouvoir valider sur toute l'étendue du territoire national, pour pouvoir valider ces gains électoraux. Mais dites-nous, est-ce que vous pouvez nous jurer la main sur le cœur qu'aujourd'hui, ce que l'UDBN n'a pas pu réussir lors des communaux ou des communales dernières, eh bien, l'UDBN pourra le réussir cette fois-ci? Oui, je pense que l'UDBN a été fier des efforts faits lors des communales, quoique le score dont il a été crédité laisse croire certains qu'on devrait s'en mordre les doigts. Non, c'est de dire que c'était un pari qui a été tenu et depuis 2020, l'UDBN a travaillé à se donner une bonne santé. D'ailleurs, au moment où l'UDBN faisait son accord de mise ensemble avec le Bloc républicain, sa santé était très bonne. Et ensuite, comme quelqu'un parmi eux s'est permis de dire que l'UDBN a perdu le temps, mais le bâtonnier Cyril Dicuy, qui est le vice-président du Haut Conseil de l'UDBN, lui a répondu en disant non, c'est plutôt eux qui nous ont perdu le temps, qui nous ont distraits. Et aujourd'hui, l'UDBN retombé sur ses deux pieds et travaille, sait très bien qu'il y a la barre des 10%. D'accord? Et l'UDBN n'a pas mental à se dire à avoir la barre des 10% là, comme si, même si dans 20 ans, on continue de dire 10%, il faut rester là, attendre le jour où on dira 5%, le jour où on dira 2%. Non. Il faut travailler à être en train de grandir, à être en train d'être plus fort pour que de 2020 à aujourd'hui, l'UDBN, face à ces mêmes règles de 10%, n'est pas le même résultat en deçà de 10%. Parce qu'un parti peut avoir le score dont l'UDBN a été crédité en 2020 et en 2023 avoir la possibilité d'aller largement au-delà des 10%. Et vous ne savez pas non plus, d'ici donc le 8 janvier, tout ce qui peut se passer par rapport à la guerre de leadership et des thèmes de campagne qui sont distillés, envoyés vers le public, vers l'opinion publique. Et ce peuple-là, on fait tout le débat politique, mais on se préoccupe peu de son pouvoir de décision. Je pense, j'ai dit quelque part aujourd'hui, dans une télévision, que je lance un SOS pour que le discours politique et le débat politique soient sauvés parce qu'ils s'en vont être assassinés. Il y a des gens qui œuvrent véritablement à assassiner le discours politique et le débat politique décent. Comment? Oui, parce que déjà Pourquoi vous le dites? Oui, quand vous observez par exemple que ceux qui doivent contribuer à ce débat, pour qu'il soit de qualité, je n'enseigne rien à personne. Et ça, je voudrais mettre cette précaution-là, très modestement, je le dis à l'endroit des auditeurs de Diaspora FM et à de tous les aînés en politique, de toute la classe politique béninoise, les institutions et tout, que moi, Jules Léandre Kitty, je ne suis pas dans une dynamique de donner des leçons aux gens. Mais je fais l'analyse et je constate que il faut déjà constater que ceux qui devraient, il y en a beaucoup dans le pays, qui peuvent contribuer tous les jours à ce débat politique-là, pour orienter le peuple, éclairer le peuple, il y a beaucoup qui se taisent. Qui préfèrent la politique à la béninoise, où on préfère rien que les tractations. On n'ose pas porter un discours franc. Et j'entends également beaucoup de jeunes qui disent, si vous faites le débat politique, si vous raisonnez,
vous ne serez pas coopté, on ne sera pas d'accord avec vous. Et on met dans la tête des gens que non, la politique, c'est pas le discours. La politique, on appelle ça même bavardage. Est-ce que ceux qui pensent comme ça, ils n'ont pas raison? Ceux qui pensent que quand vous raisonnez, quand vous osez affirmer clairement votre position, vous ne serez jamais coopté pour aller là où il faut. Non, ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison parce que Mais c'est l'agir en bien. Ici. Non, attendez. Faire de la politique, c'est d'abord être engagé. Faire de la politique, c'est s'engager. C'est beaucoup de sacerdoce. Faire de la politique, c'est également être convaincu de quelque chose et être rassasié de solutions à apporter au bien-être du peuple qu'on a envie de diriger. Quel que soit l'espace géographique dans lequel on veut le faire, l'espace territorial ou administratif dans lequel on veut le faire, c'est-à-dire que si c'est pour être chef de quartier, si pour être chef d'arrondissement, pour être maire, pour être député, pour être président de la République, tout ce que vous voulez. Donc, mais il y a d'abord... Oui, ça, attendez. Regardez-nous, c'est la réalité... Regardons-nous en face. Vous n'allez pas faire tout ça, le ventre vide. Oui, mais vous n'avez pas fait tout ça, le ventre vide. Cela suppose donc, et ça c'est le deuxième point que j'aborde en disant, pour que le discours politique soit sauvé, pour que donc le débat politique soit sauvé, c'est que ceux qui deviennent acteurs politiques aient un parcours, travaillent à avoir un parcours, d'accord, qui leur permettent de se forger une conviction suffisamment solide, qu'ils se donnent les moyens de langage qu'il faut. La politique demande également qu'on s'y instruise suffisamment. Sinon, dans la réforme du système partisan, on n'allait pas mettre l'accent sur, la loi n'allait pas mettre l'accent sur l'existence, la création d'office, d'une école politique au sein des partis politiques. Donc, la question de la formation à la vie politique, la question de l'éducation politique, ces questions sont importantes. Mais, qu'est-ce qui fait courir? Lorsque vous êtes un travailleur, quand vous comprenez que on ne vient pas en politique parce qu'on veut venir, on vient de finir sa formation, on veut rechercher un emploi. C'est pourquoi vous venez en politique. Le parti politique doit avoir des cercles qui permettent à ce que les opportunités qui s'offrent à vous, on puisse vous aider à les avoir. Parce qu'on sait que votre bien-être doit être préalable à votre épanouissement politique. D'accord? Et dans l'UDBN, il est déjà arrivé, certainement vous vous en souvenez, qu'il a été organisé un symposium sur l'amélioration du bien-être social et familial de la femme, qui, par exemple, doit avoir l'autorisation de son mari pour aller faire la politique, doit pouvoir avoir la tête libre pour aller faire la politique, pour aller vers une certaine autonomisation des femmes. Et tant que la femme, son enfant n'est pas allé à l'école, n'a pas mangé, elle-même ne peut pas préparer à manger à la maison, c'est difficile pour elle de le faire. Encore plus pour l'homme qui, lui, a beaucoup de responsabilités. Mais si, par exemple, il doit rechercher le minimum pour vivre dans la politique, dans l'activité politique, qui est comme une vie associative. La vie associative, c'est que vous vous battez vous-même. Maintenant, vous apportez un peu de ce que vous gagnez, vous apportez un peu de votre temps, vous apportez un peu de votre expertise à la mise en commun donc d'énergie qui permettent de soulager la communauté. Parce que vous êtes individu. C'est ça aussi la politique. Normalement, on doit aller en politique pour aller servir. Maintenant, aller servir en politique ne signifie pas que si votre position politique vous permet d'accéder à un poste avec des compétences techniques avérées, tant mieux. Parce que tout compte fait, vous allez travailler pour que le peuple puisse avancer. Donc pour moi, dire que le ventre creux, c'est vrai, je vous le concède, l'un des facteurs qui explique d'ailleurs les transhumances, les actes de transhumance incessants que nous observons. Avilissant, vous voulez dire? Ce n'est pas que la question du ventre, mais personne ne peut me dire qu'il n'y a pas la question du ventre dedans. Je ne sais pas quel pourcentage la question du ventre prend dans cela. Mais je dis, il y a ça aussi. Parce qu'il y a des gens que vous écoutez, moi j'ai rien contre eux. Je leur dis, celui qui ressent quelque chose dans cette rythme, c'est lui qui peut vous dire comment il le ressent. Mais moi, ma position, quand je rencontre cette personne-là, je leur dis, faites simplement l'effort de voir ce que vous perdez sur la durée. Est-ce qu'ils en prennent conscience? Ce que ça vaut pour vous, votre conviction. Qu'on puisse vous lire
lire votre carrière politique, vous avez des gens, par exemple, qui deviennent députés un jour, qui n'auront jamais la même valeur que d'autres députés. Parce que lui, par exemple, il s'est levé un matin, on lui a dit, bon, il faut sauter 2 pieds joints en politique, et puis votre vie est gagnée, s'améliore. S'il saute 2 pieds joints dedans, et que dans la formation politique où il est, on commence par lui dire plutôt, il faut travailler. On lui dit, il faut cotiser il faut faire la cotisation de membres. On lui dit qu'il faut qu'il fasse des sacrifices. D'accord? On lui dit que la politique, ce n'est pas pour aller se taper des moyens où le parti, les sous du parti être en train d'en user comme il veut. Ou bien, si vous n'aviez pas voiture, la politique vous l'achète tout de suite. Mais celui-là, si c'est son intention, s'il vient et qu'il n'arrive pas à obtenir ça, il va poursuivre sa route. Il va dire, ah non, donc ceux-là, ils ne savent pas mettre les gens à l'aise et il va partir ailleurs. Et quand il part ailleurs, après il se dit, non, ça est ailleurs. Et c'est comme ça, vous avez des gens qui, sur une décennie, sont capables de vous dire, j'exagère peut-être, qu'ils sont à l'adhésion, à la 10e adhésion, à la 10e formation politique. Ceci n'est même pas encore un problème au Bénin. Bon, voilà. Il faudrait qu'on en prenne conscience comme un problème avant de s'en télétourner, avant de pouvoir s'en désoler. Et pour te prouver que le discours politique est vraiment à sauver, le débat politique est à sauver, c'est que les gens qui démissionnent d'un parti politique pour un autre ne prennent pas la peine d'expliquer correctement et de façon convaincante les raisons pour lesquelles ils se déplacent. Et ça, on n'a pas besoin d'insulter pour ça. Parce que au-delà de votre formation politique, au-delà du leader de votre formation politique, il y a des gens qui vous regardent, qui savaient que vous êtes de tel côté. Et parfois, c'est d'une position radicalement opposée à l'autre qu'on fait le virement. Le virement. C'est-à-dire que vous virez à 90 degrés, vous dites, je suis opposant, d'accord? Et demain, vous vous retrouvez vous êtes de la mouvance présidentielle. Ou vous êtes de tel... Et le plus grave, il s'en trouve des mots, il s'en trouve des excuses, et pourquoi pas des faire valoir pour justifier tout ceci. Et que je dis, ça va être une bataille de longue haleine, ça va pas être une question réglée très rapidement comme ça, voilà. Moi, je vous souhaite vraiment de réussir ce combat-là. En tout cas, vous n'aurez pas défaut de notre soutien en tant que journaliste, en tant qu'objecteur de conscience. Nous allons y arriver, il faut changer les choses, il faut quand même qu'on puisse respecter les populations, parce que on ne peut pas leur affirmer quelque chose et le lendemain aller totalement au sens contraire de ce qu'on a affirmé. Je pense que et cela n'enlève pas pour autant le droit aux gens de dire nous ne sommes plus d'accord pour être dans telle formation politique, mais il faut que ce soit pour des raisons qui permettent qu'on vous dise ah oui, il a pu. Et quand je vous dis par exemple, je reviens là-dessus, que l'UDBN a décidé de se retirer de la COSNI avec le bloc républicain. L'UDBN, c'est le groupe qui est parti et qui dit voici ce qui a été retenu, qui devrait être fait dans l'avantage du groupe. Et voici que ceci n'a pas été fait, ceci n'a pas été fait, alors que c'était prévu, signé des deux parties. Après, voici que quand on a constaté que ça ne se fait pas, qu'est-ce qu'on a fait? Quand on dit en espace public que oui, on a fait des relances informelles, on a fait des réunions. Et personne n'a pu contredire. Voilà, personne n'a pu contredire. Et j'estime, c'est pas pour nous vanter, mais je pense que c'est mieux de faire comme ça. Moi, c'est l'une des choses que j'admire encore, que j'aime bien dans ce qui se passe à l'UDBN. Et après, avant d'aller au retrait définitif, vous faites une lettre de suspension. Et on peut prouver qu'à la lettre de suspension, il n'y a pas eu de retour responsable qui puisse donc dire, pour qu'on nous dise, ah, on a voulu discuter avec eux, ou bien on a répondu à la lettre, une lettre qui a été déposée par voie d'huissier. Mais ce n'est pas dans les médias ou bien sur les réseaux sociaux que votre partenaire va découvrir sa réponse. Et encore, la réponse, c'est de chercher à le vilipender. Pour dire il y a des gens qui se permettent de dire que l'UDBN demande plus que ce qu'il ne peut obtenir. Que l'UDBN demande au-delà de ce qui est prévu. Que l'UDBN a obtenu tout ce que
le BR a promis fait. Et ces 3 affirmations sont fausses. C'est extraordinaire. Julien Kitty, on va clore ce débat-là et parler un peu quand même d'une dernière actualité, toujours électorale, politique, dans la 6e circonscription électorale, comment dire, une circonscription qui verra la bataille de l'UDBN avec l'Union progressiste, le Renouveau, qui vient de recevoir, bien sûr, jeudi, un soutien de taille, celui de Valentin Aditi-Koudé, DUD, qui fait son entrée dans l'UPR. Est-ce que cette dernière arrivée n'a pas matière à faire craindre quelque chose à l'UDBN? Bon, est-ce que il y a matière à craindre? Il y a matière à se dire la tâche ne sera facile à personne. Il y a à dire que la tâche ne sera facile à personne. D'accord? Donc, tout le monde se mettra dans la bataille et, comme je vous le dis, pendant chaque parti politique se renforce, c'est de bonne guerre. Quand l'UP, le Renouveau, fait son renforcement, ben, c'est de plein droit et ça lui permettra de bomber le torse pour dire ben, je suis costaud. Quand l'UDBN retourne dans ses bases, les mots que les militants utilisent, on les connaît. Eux aussi, ils sont déterminés. Quand vous allez voir ceux qui rallient l'UDBN, là-bas qui l'UDBN davantage, et sur le terrain, ils vous diront également l'effet que ça va produire sur les autres. Pourquoi, comme vous l'avez reconnu tout à l'heure, que la sortie, la descente dans l'arène de l'Amazone, Claudie Laferrure-Prudencio. Pourquoi on a pu sentir dans l'opinion, et de votre position, vous êtes bien placé pour le savoir, on a pu sentir que ça fait un effet très fort. Si elle ne représentait rien, si son parti ne représentait rien, je pense que ça n'aurait pas produit cet effet. C'est comme ça. Mais il y aura l'effet aussi que produira Valentin Aditi-Koudé, oui, qui Valentin n'est pas quand même rien dans la 6e circonscription électorale. Valentin Aditi-Koudé, je ne dis pas qu'il n'est rien dans la 6e circonscription électorale, on connaît son parcours. Mais écoutez, vous pensez que ça suffira pour que l'UDBN ait à tout craindre? Non, je dis l'UDBN prendra ça. Il prend ça au sérieux. D'accord? Et tous ceux qui vont rallier d'autres formations politiques ou bien toute initiative du genre des autres formations politiques, ça sera pris au sérieux par l'UDBN. Mais de la même manière, ce ne serait pas un élément déstabilisateur. Qui fait craindre quelque chose à l'UDBN. Voilà. Alors, dernière question de cette émission, parce que nous sommes pratiquement vers la fin de cette émission. Est-ce que, sinon, comment analysez-vous finalement le choix de Valentin Aditi-Koudé, qui quand même était l'un des opposants les plus farouches à Patrice Talon? J'ai entendu dire que le chef de l'État un jour, quand il est allé à l'Assemblée nationale présenter son discours sur l'état de la nation, dire aux oreilles du président Valentin Aditi-Koudé, je finirai par vous avoir à mes côtés. Il vient d'obtenir, comment dirait son pari. Bon, écoutez, on est en politique où lorsque j'ai déjà vu des gens, moi j'ai déjà entendu quelqu'un me dire par exemple, un jour vous serez dans telle position, j'ai dit bon, on verra bien, et c'est arrivé. Non pas que j'estime que les gens ont été manipulés, pas du tout. Moi j'adore bien que les gens se lancent des défis. Quand vous vous lancez un défi et vous dites que vous voulez atteindre l'objectif, vous vous battez pour. C'est comme ça que je conçois les choses. Et donc, ceux que ça arrange que ça se passe comme ça, je ne suis pas à leur place. Donc, je trouve que le jeu et la compétition, surtout, c'est ce que je vous dis, je sens que la compétition... Elle sera ouverte. Elle sera rude dans la 6e circonscription électorale. Je me demande même si la 6e circonscription électorale ne sera pas la circonscription de toutes les attractions. Ce sera la bataille d'Achupa. Ouais, voilà. Nous en arrivons à la fin de l'histoire. Un peu de l'histoire. Julien Kitty, nous en arrivons au terme de cette émission. Avez-vous, j'ai pas envie de dire un dernier mot, mais on peut supputer. Est-ce que vous voyez l'UPR conduite par son président ou d'autres têtes de liste?
Ah, mais je pense que les tests des partis politiques, ou en tout cas la charte des partis politiques, et puis la constitution du Bénin, le code électoral, tout cet arsenal juridique-là autorise que chaque Béninois puisse... puisque l'élection qu'on veut faire, c'est une élection législative, donc on va élire des représentants du peuple, pas des représentants d'une localité. Ça veut dire que les gens peuvent être candidats là où ils veulent. Maintenant, il est question, pour la beauté du jeu, pour la bonne santé de la réforme du système partisan, eh bien, il est question que les gens puissent se dire, s'il y a des gens qui sont très proches des populations de telle ou telle localité, que, eh bien, ceux-là qui travaillent bien puissent être positionnés à la tête des listes. Mais encore, ce que je veux dire, ça n'enlèvera rien à l'entièreté et à la plénitude du pouvoir des instances dirigeantes de l'UP Le Renouveau, comme ce sera le cas à l'UDBN, comme ce sera le cas dans toutes les formations politiques, même celles de l'opposition, de pouvoir dire, c'est telle personne, nous positionnons à tel endroit ou à tel autre. Et je ne pourrai pas leur en vouloir. Mais lorsque les listes vont sortir, on pourra opiner là-dessus, on pourra voir est-ce que tel dirigeant a préféré telle circonscription électorale ou pas. Moi, j'estime que ça va simplement, dès que ça va sortir, on pourra, en regardant ça, dire mais quelles sont les hypothèses possibles, à quoi peut-on s'attendre de stratégie, comment on peut expliquer tel ou tel positionnement. Là-dessus, on pourra donner rendez-vous aux auditeurs de Diaspora FM, ces auditeurs chéris qui sont si gentiment servis, et bien sûr par les différentes émissions qui leur sont proposées. Merci à vous, Julien Kitty, merci vraiment d'avoir tenu à participer à cette émission en éclairant davantage les auditeurs. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir tenu à suivre cette émission. Merci beaucoup. Merci. Allez. On espère que les amis vont nous rejoindre la semaine prochaine. La semaine prochaine. Ils seront là, c'est sûr. Et vous aussi, parce que bien sûr, on va vers une période tumultueuse où vous pourrez être amené à nous marchander dans cette émission. Ce ne sera jamais intentionnel. On fera autant que faire se peut l'effort d'être là. Merci d'avoir été avec nous. Merci, c'est moi. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody Bibi, c'est le pied.